On va commencer par, présenter rapidement sous forme de vidéo ce que c'est le cloud, parce que tout le monde connaît le cloud, entend parler de cloud et depuis longtemps. Mais on va élargir un peu notre périmètre, on va dire, parce que jusque-là, quand on parle de cloud, je sais, j'ai mes données qui sont dans telle box ou telle autre. On va bien au-delà de cela quand on parle de cloud, parce que le stockage est une forme, mais aujourd'hui, on parle des applications dans le cloud, des services et autres. Donc, comme vous pouvez voir, il y a Henri-Michel Rosenblum, qui est délégué général d'Eurocloud, Odette Hamann, qui est gérante d'une société intégrateur de solutions de gestion et d'infrastructure qui se trouve en Seine-et-Marne. Sonia, qui est responsable commerciale, Sonia Hamann, de Dany, je ne sais pas si je prononce bien, de Dany, voilà, qui est un exemple assez connu dans le stockage dans le cloud, un des leaders au niveau européen. Et puis, nous avons M. Dosreis qui va faire un témoignage par rapport à des solutions cloud qui a permis à sa société de repartir très rapidement suite à un problème de leur serveur. Donc, notre matinée se déroule comme ceci. Je vais faire une petite introduction sur le cloud. Je passe la parole à Henri-Michel qui a l'habitude de ce genre de conférence et qui va développer un peu plus. On rentre un peu plus en détail côté, je dirais, vraiment entreprise, témoignage entreprise, si je peux me le permettre, en tant qu'intégrateur par Odette. Sonia nous présente les solutions. En ce moment, à la radio, à la télévision, on parle de problèmes de sécurité. Tout le monde, je pense, est au courant de ce qui se passe en ce moment. C'est pas pour vous faire peur, c'est tout simplement c'est l'actualité. Donc, Sonia va nous rassurer par rapport à ces problèmes de sécurité. Puis à la fin, on termine par le témoignage de M. Dosreis. Alors, en régie, si on peut passer la première vidéo pour présenter rapidement le cloud. Alors, je ne fais pas la pub de Salesforce en permanence, du moins volontairement, mais c'est la vidéo qui représente vraiment le cloud en général. Donc là, je pense que je n'ai pas de commentaire particulier à rajouter. Juste une petite chose, quand on parle cloud, ce n'est pas un seul sujet, c'est-à-dire quand on parle de cloud, tout est dit. Il y a différents types de cloud en fonction des besoins de chacun, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de beaucoup de paramètres. Donc, mais par contre, on en distingue trois, même si la tendance aujourd'hui est de dire as a service, c'est-à-dire infrastructure as a service, software as a service. Tout ça, c'est des mots, mais derrière ça, c'est pour tout simplement répondre à des besoins précis et on en distingue trois en particulier. Sur ça, je demande à la régie de passer la deuxième vidéo pour que vous reteniez bien les trois principaux types de cloud. Est-ce que vous avez la même vision du cloud hier et aujourd'hui? J'espère que ça a apporté un petit éclairage déjà pour commencer. Ça, c'est un peu la globalité des choses. Tout à l'heure, je reviens sur les avantages qu'apporte le cloud et les doutes pour certaines entreprises, la peur un peu d'avancer par rapport à ça. Mais pour rentrer un peu plus en détail, je donne la parole, c'est-à-dire là, c'est l'explication rapide de ce qu'on vient de voir tout à l'heure.
Mais je passe la parole à Henri Michel, qui va présenter, en fait, qui est délégué général de Eurocloud, qui va se présenter lui-même et son activité. Je la prends aussi. Ah, pardon. Oui. Bonjour, merci. Alors, je vais faire la même chose que de la vidéo, mais au lieu de passer 2 minutes, je vais passer 2 heures. Non, c'est pas vrai, je vais pas passer 2 heures. Mais un peu plus de temps pour revenir sur tous les points que ces 2 vidéos ont montrés de manière assez synthétique. Alors, on m'a dit. Ah, ouais. Donc, d'abord, je parle de moi et ça va pas durer longtemps. Je suis le délégué général d'une association qui s'appelle voilà, Eurocloud, et qui est une association d'entreprises qui en compte 200 en France, qui sont toutes des entreprises qui proposent des services du logiciel dans le cloud. Cette association est elle-même membre d'une fédération européenne qui regroupe environ 800 entreprises. Enfin, là, il y a marqué 600, c'est un peu vieux. Et qui regroupe donc dans 18 pays des associations qui parlent du cloud, qui défendent le cloud et qui cherchent comme objectif unique à développer l'usage du cloud dans les entreprises, ici en France et partout en Europe. Donc moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter, hein, juste à vous expliquer et à vous convaincre, si ce n'est pas le cas, de l'intérêt de ce type de solution. Voilà. Donc on a, comme toute association, on a des commissions qui travaillent sur des sujets qui sont assez complexes. Le cloud, vous l'avez vu, il est sensible. Hein. Les sujets sont variés, vous avez vu, on a parlé de IaaS, de PaaS, de SaaS, des choses comme ça. On organise beaucoup d'événements. Le prochain a lieu toute la semaine prochaine, c'est la Cloud Week Paris, qui est un événement qui va regrouper plus de 4000 personnes et qui va traiter de l'ensemble des sujets du cloud computing d'un point de vue très business, très entreprise. Et ça a lieu sur Paris et en banlieue parisienne. Je vous invite fortement à y aller si vous avez un peu de temps. Je vais payer tout doucement. Bon. Alors, qu'est-ce que le cloud computing ? Est-ce que c'est une révolution technologique ? Est-ce que c'est une invention du marketing pour vendre des trucs ? Est-ce que c'est juste de la ressource en ligne, des applications en ligne, un peu comme on a vu dans la vidéo ? En fait, nous pensons depuis le début que c'est pas une idée, c'est pas une technologie qui est fondamentalement nouvelle. Beaucoup de choses qu'on fait dans le cloud, on le faisait avant, mais avec beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus lentement et de manière beaucoup plus chère. C'est pas une techno, c'est pas un objet. En fait, c'est pas une révolution, c'est des mots qu'on n'utilise pas. C'est une transition entre deux façons d'utiliser ce qu'on appelle l'informatique. Et pour ça, je vais donner un éclairage plus historique. On a tous appris la révolution industrielle à l'école et qui s'appuie en fait, qui a eu lieu parce qu'elle s'appuyait sur trois données qui étaient d'abord un timing. Le 19e siècle, fin 18e, 19e siècle, c'est une forte augmentation de la natalité en Europe. C'est aussi l'arrivée de nouvelles technologies que les siècles précédents ne connaissaient pas, la vapeur, bien sûr, puis l'électricité. Et enfin, c'est des changements économiques, l'arrivée du capitalisme, des capitaux, l'émergence des transports qui a simplifié beaucoup de choses, en partie en termes de communication et de distribution. Et je fais le parallèle à aujourd'hui. Le timing pour le cloud computing, c'est qu'il y a maintenant énormément de services disponibles. Le prix du matériel, même on nous dit qu'il est toujours trop cher, mais il est quand même énormément baissé. Le numérique est partout. Le gigaoctet ne coûte rien. Internet aussi a apporté une technologie nouvelle, évidemment, et la virtualisation. Et les comportements de la société sont différents. Vous avez tous un téléphone portable. Bon, là, il ne marche pas, j'essaie le mien. Il n'y a pas beaucoup de débit ici. Mais en tout cas, on a changé nos comportements vis-à-vis de l'accès à l'information. Et pourtant, l'informatique reste la même, que ça s'appelle du cloud ou autre chose. L'informatique, ça reste ce qu'on apprend, c'est une unité de traitement, un endroit où c'est du calcul, c'est un endroit où on stocke des données, il y a l'endroit où on stocke les données, et il y a l'interface humaine, le clavier, l'écran. Donc on ne change pas grand-chose en apparence. Les seules différences qui sont extrêmement importantes, c'est que, comme l'a dit la vidéo, on n'a plus besoin d'acheter l'informatique. Et ça, c'est énorme. On n'a plus besoin de s'embêter
à acheter, à gérer du disque dur. On peut aller chez Google, mais on peut aller aussi sur les sociétés françaises qui font très bien les choses. Et aussi, on n'a plus besoin d'acheter un logiciel ou des logiciels, mais on les loue. Ça, je sais pas, c'est trop compliqué. Et ce qui est important de voir, c'est en fait le cloud, c'est pas de la technologie, c'est pas de l'informatique. Alors quand je dis ça, ça peut paraître bizarre. C'est une évolution sociétale. On est dans une société qui possédait, vers une société de l'usage. On le voit bien avec le développement d'Uber, on le voit bien avec tout un tas de services qu'on préfère louer plutôt que d'acheter. Et l'informatique en fait partie. En fait, la véritable force du cloud computing, c'est la souplesse qu'elle donne aux entreprises qui l'utilisent. Le diagramme de gauche, vous avez la ligne horizon rouge représente en fait les ressources dont disposait l'entreprise avant le cloud. Donc c'est un certain nombre de serveurs et tant de choses. Et puis ça ne bouge pas pendant un certain temps. Vous l'avez acheté, il faut ensuite l'utiliser et rembourser vos crédits s'il y a eu des crédits. Par contre, votre entreprise, elle vit. Elle a des moments de plus forte utilisation et des moments où l'utilisation est moins forte. Mais pourtant, vous avez fait la même acquisition, vous avez fait les mêmes investissements, ils ne sont pas variables, fixes, ils sont fixes. Le cloud va au contraire permettre de calquer vos réels besoins avec vos réels coûts, ou du moins s'en rapprocher le plus fortement possible, parce que quand vous avez besoin de beaucoup d'énergie informatique, eh bien, vous en consommez beaucoup, elle vous est accessible immédiatement. Quand vous avez moins besoin, eh bien, vous y dépensez moins et vous en louez moins. Et c'est autant d'économies pour votre trésorerie. Alors, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais j'en donne quelques-uns. En France, le marché de l'informatique du cloud représente environ 6 milliards d'euros. Bon, c'est un chiffre très approximatif parce que les différents cabinets d'études donnent des chiffres qui sont parfois contradictoires. Donc, ce que je vous présente, c'est la moyenne de toutes ces analyses. Ça vaut ce que ça vaut. Avec une part très importante, tout ce qu'on appelle le logiciel, le SaaS, donc l'usage, une part un peu moins importante d'infrastructure, je m'excuse pour la coquille, et les outils de développement. Avec une croissance annuelle de 20%, alors je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais 20%, c'est environ 10 fois plus que le secteur de l'informatique en général. Donc c'est un marché qui croît extrêmement vite et qui représente entre 10 et 20% de l'informatique, de la dépense informatique totale en France. Par provocation, j'ai mis à droite les principaux leaders. Vous voyez qu'il y a extrêmement peu de Français, il n'y en a pas. Donc M. Macron a beaucoup de travail. Et nous aussi, certainement, il n'y en a pas. Il y a 5 Américains qu'on connaît à peu près tous. Et puis la Chine qui arrive très vite et très forte. Alors on a d'excellents acteurs de l'informatique en France. Simplement, ils n'ont pas encore atteint le niveau de ces leaders-là en termes de chiffre d'affaires et aussi de capitalisation boursière. À quoi ça sert et quels sont les usages les plus fréquents constatés aujourd'hui avec le cloud computing? On l'utilise, la petite vidéo l'a montré, tout le monde, beaucoup d'entre vous avaient des messageries sur le net comme Gmail. Gmail, c'est typiquement une application du cloud. D'accord ? Donc le courrier électronique reste la première utilisation. La sécurité, on en reviendra, mais il faut savoir que le cloud est très utilisé pour la sécurité, alors qu'on dit aussi que c'est un problème, la sécurité dans le cloud. Au contraire, ce n'est pas du tout le cas, mais bon. C'est énormément utilisé dans le stockage. Bien sûr, à titre privé, on a tous nos photos en ligne, mais ce n'est pas que ça, le cloud, c'est aussi beaucoup de stockage professionnel. L'outil qui a vraiment mené au décollement du cloud, ça a été ce qu'on appelle le CRM, les outils de vente, de marketing. La paye, la DRH l'utilise également beaucoup. Beaucoup de sites internet utilisent le cloud, etc. etc. Alors, pourquoi une entreprise comme vous pourriez, si ce n'est pas le cas, passer dans le cloud? C'est un peu le fond de ma présentation. Alors, la question, c'est pas de dire ce que je dois. Vous ne devez pas vous lever le matin en vous disant et si je passais mon informatique dans le cloud? C'est pas une vraie question. C'est pas intelligent de la poser comme ça, et je suis sûr que vous la poseriez pas comme ça. C'est est-ce que moi, entrepreneur, le fait de changer mon informatique me permet
est-il d'améliorer mes ventes, d'améliorer mon organisation, de développer mes produits. C'est ça qui est important. Est-ce que mon informatique est compatible avec les besoins de développement que j'ai? Et en fait, qu'attendez-vous? Alors, tout le monde n'attend pas la même chose. J'essaie de lister un certain nombre de points. Certainement les bons outils en fonction de les catégories de salariés que vous avez chez vous. Que la performance soit constante, c'est-à-dire que ça marche tout le temps. Bien sûr, on en reviendra, la sécurité des données elle est optimale, on en parle beaucoup. Si mes données quittent mon entreprise, quittent le serveur que j'ai chez moi et vont dans le nuage, il faut que j'ai la même garantie d'y avoir accès et que moi seul y ait accès, mais évidemment. Que ça se fasse très bien, très facilement, que je puisse avoir accès à tout moment, que ça ne me coûte pas trop cher, c'est quand même un problème. Et finalement, le plus important des points, à mon avis, en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que je l'entends parler? Si j'entends parler beaucoup de mon informatique, c'est pas bon signe. La meilleure informatique, c'est celle qui reste bien enfouie et qu'on ne voit pas, mais qui marche. Alors, je vais détailler un peu chacun de ces points-là. Les bons outils, c'est des outils qui sont vraiment exploités. Posez-vous la question, vous posiez peut-être la question lorsque vous utilisez un produit que tout le monde utilise, ou presque tout le monde, Office. Donc Excel, Word, PowerPoint, etc. Quel est le pourcentage de fonctionnalité de cet outil que vous utilisez réellement? En moyenne, c'est 10%. Quand vous achetez un truc, il vous sert que sur 10% de ce qu'il sait faire. Peut-être est-il plus intelligent d'avoir des outils qui font moins de choses, mais qui font exactement ce que vous attendez. C'est ça qu'on appelle des outils vraiment utilisés et exploités. Et des outils qui font une seule chose, mais qui le font bien. Et c'est l'avantage, on trouve beaucoup d'outils, de logiciels dans le cloud qui font qu'une seule chose, mais ils le font très bien. Si c'est tout le mal que je vous souhaite, si vous accueillez de nouveaux salariés, que vous puissiez très très vite, sans difficulté, sans faire appel à une société de service qui va vous prendre de l'argent, évidemment, et c'est bien normal, que vous puissiez très facilement fournir à ce salarié, en fonction de sa position, immédiatement, dès son arrivée dans l'entreprise, les outils dont il a besoin. C'est aussi, si vous réfléchissez à de nouveaux outils, une nouvelle application, de nouveaux logiciels, de pouvoir les tester. Et la grande force de ces logiciels en ligne, dans le cloud, c'est qu'ils sont très facilement accessibles pour des tests. Et donc on prend moins de risques, puisqu'on sait vraiment de ce qu'on va acheter. Enfin, ils ont tous la même tronche. C'est l'accès à travers Internet. Alors, parfois, ça appauvrit un peu l'originalité de présentation de certains logiciels, mais ça rend extrêmement facile leur accès pour un utilisateur qui ne le connaîtrait pas. La performance constante, l'informatique, ça devient une énergie. C'est-à-dire que, lorsque vous appuyez sur un interrupteur ici, vous ne posez pas la question de savoir si l'énergie que vous consommez, elle vient d'un barrage, elle vient d'une centrale nucléaire, elle vient d'une centrale autre, etc. Bon, c'est inconsommable, c'est une facilité, vous l'utilisez. Et ce qui est important, ce n'est pas d'où elle vient, mais ce à quoi elle peut vous servir. L'informatique, aujourd'hui avec le cloud, c'est pareil. Vous avez besoin d'informatique, ça doit être aussi simple que d'appuyer sur un bouton et ça marche. Et cette facilité est apportée par le cloud computing de manière très, très, très claire. Et si vous avez besoin de plus de puissance, ça doit prendre non pas quelques semaines, quelques mois, le temps que vous allez acheter ou qu'on vous achète pour vous un nouveau serveur, c'est tout de suite. Voilà, en quelques minutes, quelques heures, je dois avoir le surcroît de puissance dont j'ai besoin parce que je fais une nouvelle campagne, parce que c'est le 31 décembre, il y a les soldes, etc. La grosse panique pour beaucoup de sociétés qui utilisent l'informatique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les montées de version. C'est-à-dire, voilà, on change de version, c'est une galère. Alors, en général, ça ne marche jamais. Il y a toujours des bugs. Et puis, ce n'est pas mon métier. Moi, je ne fais pas de l'informatique, je construis, je conseille. Votre métier n'est pas de faire l'informatique. Eh bien, quand votre solution logicielle, votre outil de gestion n'est pas chez vous, mais sur des serveurs dans le cloud, ce n'est pas vous qui faites cette mise à jour. Elle est faite automatiquement. Elle a été testée avant. Et elle marche. Pourquoi elle marche? Parce que, comme l'a dit la vidéo, c'est très important. Si vous utilisez, on va prendre l'exemple qui était donné, le fameux CRM de Salesforce, eh bien, c'est tous les clients de Salesforce qui utilisent la même version, le même
logiciel. Donc si la nouvelle version proposée par Salesforce se plante, c'est des millions d'utilisateurs qui sont plantés. Autrement dit, c'est la fin de Salesforce. Donc l'enjeu est tel que ces éditeurs dans le cloud ne peuvent pas se permettre ce genre d'erreur. Et font beaucoup plus de tests et ont des produits beaucoup plus élaborés. La sécurité, alors ça c'est le gros truc qui fait peur à tout le monde. Mes données ne sont plus chez moi, elles sont ailleurs. Ça vous embête si votre argent il n'est pas sous votre oreiller mais dans votre banque? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que votre oreiller est plus sécurisé que votre banque? Il y a des chances que non. Parce que vous n'avez pas mis les moyens, vous n'avez pas de gardien à côté de votre oreiller, il n'y a pas un coffre-fort. Ici, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les sociétés d'hébergement qui sont à la base, qui offrent l'infrastructure au cloud computing, celles qui hébergent les serveurs, ont dépensent des millions d'euros chaque année pour optimiser la sécurité. Parce que si la sécurité n'est pas optimale, ils meurent tout de suite. Et donc les moyens qu'ils mettent en place en termes d'accès, en termes de redondance à tous les niveaux, sont totalement inaccessibles pour une PME. Votre serveur dans votre coin, il ne sera jamais aussi bien sécurisé que n'importe quel serveur chez un hébergeur connu en France, qui est un des leaders comme OVH. Parce que OVH dépense des millions d'euros chaque année pour sécuriser. Et donc, contrairement à ce qu'on peut croire, vos données sont beaucoup plus en sécurité à l'extérieur que chez vous. Deuxième point, lorsque toutes les analyses le montrent, 70% de l'insécurité informatique est due à des causes internes à l'entreprise. Pas forcément des malversations, mais des erreurs qui font que des données sont détruites. Et que souvent l'entreprise n'a pas les backups qui vont bien. Bah oui, mais moi, on m'a dit souvent, mais oui, mais moi j'ai mon serveur, ma société de service m'a installé un outil de backup, de sauvegarde, donc ça marche. Et à peu près, si mon serveur se plante, ça redémarre. Mais non. Une sécurité, comme toutes les procédures, par exemple, ça doit être testé tous les ans, tous les 6 mois. Il y a environ 5% des sociétés qui ont des solutions de sauvegarde chez elles qui testent chaque année leur solution de sauvegarde. C'est un petit peu si on vérifiait dans 5% des cas si les pompiers sont en capacité d'atteindre un incendie. C'est pas possible. Et un dernier point qui est important, oui, mais alors attendez, moi je laisse tout dans le cloud, et si ça se passe pas bien, ce qui peut arriver, comment je fais? Tous les contrats aujourd'hui, en tout cas en France, et même à l'étranger, mais en France, ça a été complètement blindé, ont une clause de réversibilité, c'est-à-dire la capacité à l'entreprise à récupérer ces données de manière intelligente pour pouvoir à nouveau les réutiliser en interne. L'accès à l'information rapide, bon ça vous le savez, Internet je ne vous apprends rien, Internet est partout, donc c'est un moyen simple d'accéder quand vous êtes non seulement entreprise bien sûr, mais partout, chez vous, chez vos clients, chez vos fournisseurs, en vacances, ça je ne vous le souhaite pas. Si vous grandissez et si vous développez une agence dans un autre coin de France ou à l'étranger, immédiatement ou quasiment immédiatement, cette nouvelle entité disposera de l'accès à la même informatique partout dans le monde. Aujourd'hui, tous les pires des contrats cloud offrent au minimum une disponibilité de 99,99%. C'est-à-dire sur une période donnée, 99,9% du temps, il n'y a aucun problème, c'est garanti. C'est ce qui fait 99,9%, c'est 8 heures d'arrêt par an, qui parfois, c'est ce qui est sécurisé, promis, et souvent quand ça arrive, c'est la nuit. Donc de toute façon, avant que vous travailliez avec la Chine, on ne vous rendait même pas compte. Et 99,9%, c'est nul. Aujourd'hui, la plupart des contrats sont sur 99,99%, et là, l'arrêt se compte en minutes par an, ce qui est complètement impossible à réaliser souvent en interne. J'essaie d'aller plus vite. Alors, l'argent, c'est important. L'idée est, comme pour une voiture que vous louez, c'est de payer la consommation. Voilà. Pourquoi vous utiliseriez votre trésorerie de guerre, celle que vous utilisez pour acheter des machines ou vous développer de nouveaux produits qui sont au cœur de votre business? Alors, votre métier, ce n'est pas de l'informatique. Pourquoi vous dépenseriez votre capacité d'achat, d'emprunt sur des logiciels, sur des produits qui ne sont pas votre cœur de métier?
l'intérêt du cloud computing, c'est vous dire, ça c'est de la location, vous embêtez pas, vous touchez pas votre capital. Deuxièmement, le développement du cloud a obligé beaucoup d'éditeurs logiciels qui n'en avaient pas tellement envie, parce qu'ils vivaient sur des rentes, à offrir donc ces logiciels en mode locatif. C'est-à-dire vous payez, je donnerai des exemples après, X euros par mois et par utilisateur. Ce qui fait que des produits qui étaient des logiciels qui étaient très chers, en particulier ce qu'on appelle les ERP, les outils de gestion de l'entreprise, sont devenus beaucoup moins chers, puisqu'on ne va pas dépenser 100 ou 200 000 euros pour avoir une super machine de guerre, mais ça va se compter en quelques milliers d'euros par mois pour avoir le même service. Donc ça ouvre des perspectives d'utilisation de l'informatique extrêmement intéressantes. La maîtrise des dépenses, c'est-à-dire que c'est un contrat de service. Vous louez une voiture, ça vous coûte 50 euros par mois et vous n'avez pas le problème de savoir combien va me coûter le changement des freins, le coût des pneus, etc. C'est un coût unique, facture, très simple. Là, c'est pareil. Vous payez un droit d'usage et une facture cloud, c'est comme une facture d'EDF. C'est une ligne, directement. Donc c'est aussi... Et ça ne bouge pas et c'est prévu à l'avance. Donc, en termes de trésorerie, c'est extrêmement intéressant pour l'entrepreneur de pouvoir maîtriser ses dépenses. On sait bien que les dépenses informatiques, c'est partie des dépenses qu'on maîtrise le moins, parce qu'il y a toujours des surprises. Et je l'ai déjà dit, on utilise toujours la dernière version. Voilà. On n'est pas obligé de se dire je ne vais pas acheter la suivante, elle va me coûter cher, vous avez des problèmes. Non. De base, vous utilisez toujours la dernière version la plus à jour. Là, vous avez quelques exemples, parce que les tarifications sont extrêmement variables, et là, il y a certains éditeurs de cloud ont une imagination débordante, donc ça va classiquement du je paye X euros par utilisateur et par mois. Certains qui sont spécialisés dans la paye vont par exemple dire payer au nombre de... Pardon, payer à la fiche de paye, d'autres au gigaoctet, etc., etc. Bon. Alors, nous, on n'est pas des fous furieux de cloud. On est des gens raisonnables. Et le cloud n'est pas la réponse à tout. Hein. Il n'y a aucune réponse à tout, heureusement. Parce que, par exemple, la base du cloud computing, c'est d'avoir déjà un bon accès à Internet. Si ça ne marche pas bien, si vous avez un débit nul, bah, c'est même pas la peine d'envisager cela. D'accord. Si vous travaillez pour l'armée avec une recherche extrêmement pointue et que vous faites des choses très compliquées et qu'il ne faut surtout pas que d'autres le sachent, bon, bah, c'est sûr que dans ce cas-là, le cloud computing n'est pas forcément la meilleure solution. Enfin, une entreprise, ce n'est pas un logiciel, c'est de la comptabilité, c'est de la facturation, c'est de la paye, c'est peut-être des outils de production spécifiques, et il faut que tout ça fonctionne. Et beaucoup d'entreprises qui ont adopté le cloud mettent une partie de leur application dans le cloud, une partie qui reste dans l'entreprise. Et tout ça doit fonctionner, ce n'est pas toujours simple, et ça demande un peu de travail. Enfin, le cloud computing, c'est du prêt-à-porter. Si vous avez besoin absolument de haute couture sur mesure, c'est pas fait pour ça. Mais ça correspond à 99% des besoins. Bon, ça c'était juste pour rigoler. Bon, le coût de l'argent et de la banque, je vous l'ai déjà fait. Ça peut le second point, bah, ça ne correspond pas à l'assistance que j'ai là, parce que je pense que la plupart d'entre vous êtes plus jeunes que moi et on sait peut-être plus que moi sur le cloud. Mais des discussions que j'ai avec des entrepreneurs qui me disent les mecs de 25 ans avec vous savez, le machin dans sa oreille, mais qui depuis 20 ans, donc depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, ils connaissent l'informatique mieux que moi, pour les intégrer dans l'entreprise, c'est un petit peu compliqué. Il faut que je leur ouvre un certain nombre de solutions, d'outils que je n'ai pas, que j'ai jamais eu besoin d'avoir. Et le cloud computing peut être aussi un moyen de fournir un certain nombre de solutions à une nouvelle génération qui est sur le marché du travail aujourd'hui et qui attend autre chose. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est toujours tester, évidemment, et tester le cloud sur une application qui n'est pas critique à l'entreprise. Je donne un exemple, même si moi je viens des ventes et du marketing, la vente c'est très important, c'est toujours plus simple de tester un logiciel de vente ou de marketing que de transformer l'ensemble de votre gestion de production en allant tout de suite dans le cloud. Donc il faut tester la capacité de votre entreprise à utiliser ce genre de produit. Bon, le reste je l'ai déjà dit. Voilà, je vous remercie.
on va réserver, sauf si c'est rapide, on va essayer de réserver vers la fin parce qu'il y a questions-réponses vers la fin. Notez bien les questions que vous souhaitez poser, puis à la fin, on prendra un peu de temps et c'est prévu pour ça. Donc n'hésitez pas tout à l'heure. Alors, je demande à Odette de présenter des solutions concrètes pour les PME, TPE, PME. Voilà. Merci. Pour avancer, c'est là. Bonjour. Donc, je me présente, Odette Amann, je suis gérante de la société OGI. OGI qui veut dire Organisation Gestion Informatique. Nous sommes situés sur Logne. Nous existons depuis plus de 22 ans. Je suis à l'origine de la société. Nous sommes 11 personnes, dont 6 techniciens réseau informatique. Et nous sommes surtout conseils et revendeurs de solutions informatiques, logiciels, mises en place. Et puis évidemment, notre métier est en pleine mutation puisque le contexte fait que le cloud, on nous l'injecte par les médias, par tout ce que vous faites quand vous allez sur Internet, on nous parle que du cloud. Et donc, je me mets à votre place. Pour vous, c'est pas simple. Pour nous non plus, en tant que revendeur conseil, parce que pour vous conseiller, il faut déjà que nous soyons au point nous-mêmes. Et c'est la jungle pour trouver des solutions pour nos clients. Donc, c'est à nous de tester en interne et de vous orienter. C'est ce que je fais pour mes clients. Et donc, je vais vous présenter par des schémas, parce que moi, quand j'explique le réseau informatique à mes clients, en règle générale, je prends une page blanche et je fais des petits schémas. Et à la fin de ma réunion avec mon client me dit « J'ai l'impression d'avoir tout compris, parce que quand on me l'explique, je ne comprends rien, mais avec des schémas, je comprends mieux. » Donc, je vous ai fait un schéma, 3 même, pour vous expliquer l'évolution de l'entreprise aujourd'hui. J'ai écrit le réseau d'entreprise d'hier parce que hier, c'est un peu encore aujourd'hui, parce que je trouve encore des prospects et des nouveaux clients qui ont encore cette architecture client, c'est-à-dire quelque chose de simple et de classique. Un serveur, des postes de travail. Et sur les serveurs en interne, qu'est-ce que je vois? De la gestion commerciale, ce qui est logique pour facturer les clients, la comptabilité, la paye, le CRM, logiciel de gestion de prospects, la messagerie, le traditionnel Word, Excel avec les packs Office, je retrouve encore du 2003, du 2007, du 2010, j'ai oublié la 2013 aussi entre deux, et la dernière version qui est la 2016. Je vous parlerai d'Office 365 par la suite. Donc ça, c'est le réseau traditionnel. Et puis, un petit pas aussi vers l'extérieur, c'est-à-dire que les itinérants, les commerciaux, les chefs d'entreprise qui travaillent à distance ont souvent un portable et on les connecte en Wi-Fi ou en 4G par Internet pour qu'ils puissent accéder à leur applicatif sur le serveur. Ça, c'est ce que je rencontre encore souvent. Et puis, il y a 12 ans, on ne parlait pas de cloud, mais j'étais l'une des premières à proposer des sauvegardes externalisées avec mon partenaire OneDrive, qui est présent aujourd'hui, Sonia, qui vous expliquera un petit peu après ce qu'est OneDrive et les produits qu'il propose. Et donc, à l'époque, je proposais déjà de la sauvegarde externalisée, donc du cloud, mais le mot n'existait pas, bien évidemment. Et donc, c'était trop révolutionnaire, j'étais trop d'avance. J'ai eu des refus, j'ai dû me battre pour expliquer à mes clients que déjà à l'époque, il fallait externaliser ces données et les sécuriser à l'extérieur de l'entreprise. S'il arrivait un feu, s'il arrivait une mauvaise manipulation au niveau des données, si j'ai déjà vu ce cas de figure, des employés mal intentionnés qui effaçaient des données avant de partir de l'entreprise, ça j'ai eu ce cas de figure. Donc déjà à l'époque, voilà, on essayait déjà d'avoir une vision de l'extérieur, mais quand on est trop d'avance, on a le marché qui refuse et les chefs d'entreprise qui ne comprennent pas. Donc là, je vais vous présenter l'entreprise
d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'elle a évolué quand même. Alors pourquoi j'ai écrit les solutions mixtes? Pour une simple et bonne raison. Comme disait M. Rosenblum, le cloud, c'est bien, mais tout ne peut pas être mis sur le cloud, du moins tout de suite. Déjà, le chef d'entreprise se pose la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc, il y va par usage, par nécessité. Les premiers produits qui sont demandés aujourd'hui, c'est la messagerie. La messagerie, les agendas partagés. Pourquoi? Parce que les commerciaux vont sur le terrain, les chefs d'entreprise vont sur le terrain, et vous avez les administratifs qui restent dans la société. Je vais essayer, voilà, ça marche. Vous avez donc les administratifs qui aiment bien savoir où sont les commerciaux, ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont reçu des mails, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce que le client a bien envoyé l'information au commercial qui est là. Et l'administratif voudrait aussi savoir ce qui se passe, ce qu'il fait, chez quel client, et lui donner des informations sans le déranger. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous demande... C'est le premier pas du cloud, la messagerie, les agendas partagés, de façon à ce que tout soit synchronisé sur les différents périphériques. Le téléphone portable, qui est vraiment indispensable pour les itinérants, les portables pour les commerciaux, qui doivent travailler à distance, recevoir la messagerie, gérer leur agenda, et les administratifs, qui doivent aussi suivre ce que les itinérants font à l'extérieur. Et vice-versa, avoir l'information. Autre logiciel aussi qui peut être utilisé en cloud, les logiciels de type CRM. Pourquoi? Parce que ce sont aussi les itinérants qui utilisent en règle générale les CRM pour les suivis des clients. Ça, c'est très important. Alors, en ce qui concerne la gestion commerciale, la comptabilité et la paye, eh ben là, les entreprises, elles ne sont pas prêtes. Pas tout à fait prêtes. Bon, il y a certaines sociétés qui ont passé le pas, d'autres qui n'ont pas passé le pas, parce que la gestion commerciale et la comptabilité, c'est le même problème que j'ai rencontré il y a 12 ans. C'est « Ah oui, mais là, c'est top secret, j'ai ma base client, ma compta, ma paye, et si, et si, et si. Qu'est-ce qui peut arriver si j'externalise ?» Donc là, c'est encore chasse gardée, et les entreprises préfèrent le garder en interne. Mais ça viendra, ils externaliseront de toute façon, il arrivera un moment, ils n'auront pas le choix, parce que les éditeurs ne leur laisseront pas le choix. C'est le souci. C'est-à-dire que même nous, en tant que revendeurs conseils, nous sommes obligés de faire des choses, même si ça ne nous plaît pas, on est obligés de faire évoluer nos propres clients. Et je vous ai dit que je vous parlerai d'Office 365. Alors Office 365, tout le monde en parle. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça peut correspondre. C'est tout simplement le pack Office version 2016 sous forme d'abonnement qui est en cloud, qui vous permet de synchroniser vos données, qui vous permet de partager vos données. C'est une belle petite révolution. C'est un beau produit puisque c'est de la bureautique Word Excel. C'est du classique. C'est que l'usage qui change. Vous retrouvez votre Word et votre Excel comme d'habitude. Mais l'avantage, c'est que nous avons tous, nous, en tant que revendeurs, la possibilité de voir que les clients sont tous sur les mêmes versions. C'est-à-dire tous les postes de travail à l'intérieur de l'entreprise sont tous en 2016. Parce que quand nous intervenons en entreprise, quand vous avez des postes en 2003, 2010, 2013 et 2016, quand on doit faire des mises à jour, ça pose problème. Quand les utilisateurs doivent partager des données, ça pose problème. Donc là, l'avantage d'Office 365, c'est que tout le monde est sur la même version. Et ça, c'est très pratique, à tout point de vue. Ne pas oublier la sauvegarde externalisée, bien évidemment. Ça, c'est très important. Même si l'entreprise garde ses serveurs, même si la messagerie est connectée à un data center, il faut évidemment que les données en interne soient aussi protégées. Donc, on continue à mettre en place les sauvegardes externalisées vers d'autres data centers. C'est un autre usage. Ce que vous faites ici n'est pas la même chose que ce que vous faites ici. Chaque prestataire, chaque hébergeur a ses propres data centers. Alors moi, je privilégie les data centers en France. Je choisis mes prestataires comme Woodrive, qui est un prestataire
français, européens maintenant, puisqu'ils ont bien évolué. Moi, j'ai connu la société WooDrive, ils étaient 3 ingénieurs. Aujourd'hui, ils sont 350. Voilà. Donc, belle réussite. Donc, je suis assez fière d'avoir été l'une des premières à leur faire confiance. Ici, je vous ai mis la norme RGPD. Sonia vous expliquera un petit peu mieux en quoi ça consiste. C'est une nouvelle norme qui va sortir en mai 2018. Voilà. Qui consiste à obliger, en quelque sorte, le chef d'entreprise à prendre des responsabilités plus fortes et à protéger ses données, que ce soit au niveau de la sauvegarde, que ce soit au niveau de la messagerie anti-intrusion. En clair, le chef d'entreprise sera responsable s'il ne sécurise pas ses données, quelle que soit la forme d'attaque. Il sera responsable également de la non-responsabilité qu'il n'a pas voulu prendre et surtout ne pas avoir écouté, je dirais, cette nouvelle norme et avoir pris les bonnes décisions pour protéger son entreprise. Et surtout, le but, c'est de protéger ses données et ses employés. Vous avez aussi un autre usage qui peut être aussi utilisé. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de cloud à la demande, d'usage à la demande. WooDrive propose aussi... j'ai perdu le pointeur. Hop, hop. Je ne l'ai plus, c'est pas grave. En haut à droite, vous avez un autre data center où WooDrive propose des plateformes pour des solutions collaboratives avec eExtranet qui permet de partager avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires des documents de toute taille et de tout format. C'est-à-dire vous avez votre propre plateforme qui vous permet de partager des fichiers. Je l'ai mis en place chez 2-3 clients. Un client, un imprimeur sur Bussy-Saint-Georges, qui a à peu près la même configuration et qui travaille aussi avec WooDrive pour le partage de ses maquettes avec ses clients, parce qu'ils travaillent pour l'aéroport de Paris. Donc vous pensez bien qu'ils ont beaucoup d'échanges à faire entre eux, et le fait d'envoyer des maquettes par email, ça coince. Ça permet aussi aux utilisateurs de rentrer sur cette plateforme, d'intervenir sur les documents et de faire eux-mêmes leurs changements. L'imprimeur récupère les données, les fichiers, et il peut lancer ses impressions. Voilà un exemple. Un autre exemple, je l'ai vendu à un groupement d'indépendants qui font de la formation. Donc, ils avaient besoin de partager des fichiers, attestation de présence, programme de formation. Donc, ils ont cette solution. Ils ont uniquement cette solution de partage entre eux. Voilà, un autre exemple. Ils n'ont pas de serveur, ils ont juste des portables. Ils n'ont pas de... Voilà. On imagine le portable et le data center sur la plateforme et ils travaillent uniquement de cette façon. Évidemment, tout ça n'est possible, comme disait M. Rosenblum, que si vous avez un accès à Internet avec du haut débit ou une redondance, parce qu'il va de soi que quand vous utilisez des logiciels en cloud, si vous avez un seul accès à Internet et qu'il tombe, c'est sûr que ça arrête l'entreprise. C'est peut-être pour ça que les entreprises, pour l'instant, n'externalisent qu'une partie de leur usage. Toujours dans la crainte, si ça coupe, si j'ai plus d'Internet, si je peux plus facturer, si je peux plus aller sur mon logiciel de comptabilité ou de paye, surtout en fin de mois, ça pose problème. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les entreprises sont un petit peu frileuses. Et ça se comprend. Non, c'est par là. Hop. Et là, je vous ai fait un dernier schéma où vous constaterez que sur la droite, il n'y a plus de serveur. À terme, tout sera externalisé, y compris les logiciels de gestion de type EBP, Sage et d'autres éditeurs. C'est sûr que ça sera un usage en direct sur des data centers. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres possibilités. Plutôt que d'avoir un serveur en interne, vous louez un espace dans un data center qu'on privatise pour l'entreprise et ça vous permet de reproduire ce que vous aviez sur votre serveur en interne sur un data center externalisé. L'avantage, c'est que vous bénéficiez de toute la sécurité du data center. Vous pouvez augmenter les capacités de stockage et d'usage au niveau du data center. Et ça vous permet aussi de ne pas avoir les mises à jour des Windows, bien évidemment, qui évoluent sans arrêt. Ça, c'est une problématique. Par contre, vous êtes toujours propriétaire de vos logiciels
sauf qu'au lieu de les installer en interne, vous les installez sur un data center. Ça aussi, c'est une forme de cloud. Je pense que l'entreprise ira plus sur ce modèle que l'usage pur dur de je prends l'usage de différents logiciels et je les utilise à ma guise. Voilà, je pense avoir fait le tour du cloud sur l'usage de l'entreprise. Et évidemment, lorsque vous mettez vos données en data center, il faut continuer à les sauvegarder. Même si c'est redondé, il faut quand même que vous puissiez récupérer vos données. Ça rassure le chef d'entreprise. Voilà. Merci Odette. Donc on enchaîne, parce que l'heure avance, on enchaîne avec ODrive, qui va nous parler de sécurité, de stockage sécurisé. Alors. Merci. Bonjour à tous. C'est la flèche de droite. Oui. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Sonia Dandani de la société ODrive. Pour un peu rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu d'ODrive et de sa jeunesse. ODrive, c'est vrai que le nom ne l'indique pas forcément, mais c'est une entreprise française qui a été créée en l'an 2000, donc il y a quasiment 17 ans maintenant, et qui a fait le pari, donc il y a 17 ans, d'aller vers le cloud computing, vers l'externalisation. Donc, c'était assez osé quand même comme pari, et ça a marché, même si ce que vous voyez aujourd'hui, c'est comme disait Odette, 350 salariés. Aujourd'hui, on arrive à plus de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a eu une grosse levée de fonds justement pour continuer dans l'innovation et dans le développement des applications cloud de plus de 65 millions d'euros par des entreprises françaises aussi il y a à peine 2 mois. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique et c'est bien pour nous quelque part. Pourtant, au démarrage, c'est vrai que qui était à même d'aller vers le cloud computing, d'externaliser ces données, c'était les entreprises qui avaient des systèmes informatiques, donc en général plutôt les grands groupes. On s'est vite heurté justement à ces directions des services informatiques qui ont voulu vraiment garder leur solution en local parce qu'ils voulaient en assurer la maîtrise. Ils avaient beaucoup investi dans du matériel, dans des logiciels, dans des bases de données. C'était compliqué. On avait déjà affaire à des problématiques de compatibilité entre leurs systèmes informatiques. Donc, ils étaient vraiment réfractaires à ce fait de dire « Oh là, on va confier nos données, tout ce qu'on a monté, tout ce qu'on a investi surtout, à des gens qui les gardent chez eux à l'extérieur, ça ne nous appartiendra plus. » Voilà, donc ça a été la première difficulté. Suite à ça, au fait, est apparu ce qu'on appelle le shadow IT. Au fait, c'est un peu tout l'informatique de l'ombre, et parce que les usagers dans l'entreprise, eux, ont eu besoin vraiment d'utiliser, que ce soit des données à l'extérieur de l'entreprise, de les partager aussi avec des personnes, que ce soit en interne, mais qui n'étaient peut-être pas présentes sur site, en externe, des clients, des prospects. Et donc, tout ça, ça a été une maîtrise que les directions informatiques n'avaient plus. Et donc, elles ont été obligées de revenir quelque part en arrière sur leurs décisions et de comprendre que on était obligé aujourd'hui de passer par le cloud computing. Et donc, petit à petit, elles ont mis du temps sur certaines applications bien spécifiques, elles ont ouvert, on va dire, leur réseau pour pouvoir externaliser des données. Forcément, ça a fini par se démocratiser parce que les besoins du marché, la connectivité, on est tous aujourd'hui sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur nos PC. Donc, on a de plus en plus besoin d'accéder à des données, de les partager depuis n'importe où, à tout moment, avec qui on le souhaite. Donc, on a vraiment mis l'accent sur la sécurité au fur et à mesure des années. Et du coup, ça s'est démocratisé. Et donc, plus seulement aux grandes entreprises françaises, aux grands groupes, aux sociétés du CAC 40, mais aussi à toute entreprise, donc depuis la TPE, la PME, voilà, toutes sortes d'entreprises, qu'elles soient sur le territoire national ou même à l'international. Du coup, ça a permis aux entreprises de se rendre compte que ce qui était vital aujourd'hui pour une société, ce sont ces données. Aujourd'hui, c'est tout ce qui fait la base d'une activité, c'est la matière que l'on produit, donc la donnée informatique. Et du coup, ça a permis de voir qu'on avait différents types de données. Dans une entreprise, il y a des données qui sont accessibles à tous, tout ce qu'on a sur nos sites web. Voilà, des données qu'on appelle publiques, que l'on partage volontiers. Des données que l'on utilise en interne seulement. Qui permettent, ça peut être des procédures, par exemple, que l'on met en place dans l'entreprise, pourquoi pas, du fonctionnement de l'organisation. Après, on a des données confidentielles.
Ça peut être tout ce qui est le développement d'un nouveau produit, d'une solution, d'une marque, allons savoir. Et enfin, des données stratégiques, là qui concernent vraiment la gouvernance d'entreprise. Donc ça va être les bilans comptables, par exemple, tout ce qui vient des financements, des investissements dans les entreprises. Ça peut être l'exemple des plans sociaux. Bon, il y a plus positif comme exemple. Mais voilà, toutes ces données qui font vraiment partie de la stratégie de l'entreprise et là qui doivent vraiment rester confidentielles. Du coup, forcément, je voulais changer un peu les slides, parce que du coup, c'était plus logique. Avec cette notion de confidentialité, de stratégie dans les données informatiques, forcément sont arrivées les menaces, les cyberattaques. Aujourd'hui, on en parle encore, je crois, hier soir aux informations, je les ai écoutées d'une oreille. Mais voilà, vous avez entendu parler de WannaCry depuis à peu près un mois, qui a fait beaucoup de mal et à un niveau international. Ça fait un peu plus de 2 ans que ça dure. Et autant, jusqu'à il y a 2 ans, on va dire, seuls les grands groupes étaient touchés par ce genre de cyberattaque. Depuis 2 ans, ce sont surtout essentiellement les PME, les TPE et les PME qui sont touchés, qui sont attaqués. Pourquoi ? Parce que pour tous ces hackers, comme on les appelle, c'est beaucoup plus facile de faire des cyberattaques de masse plutôt que d'aller cibler une entreprise qui est de plus en plus protégée parce qu'elle a les moyens et des équipes pour aussi. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment face à ce phénomène depuis 2 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des virus, des Loki, des PETA, qui étaient des ransomware dont le but, c'est de... vous le recevez, vous ouvrez un email sans faire exprès. Au fait, cet email, il va crypter les données que vous avez sur votre ordinateur, mais pas que. Ça va se propager à tout le réseau de l'entreprise. Et derrière, les hackers vont vous demander une rançon pour vous donner la clé qui va permettre de déchiffrer les données, de les décrypter. Voilà. Donc ça a fait vraiment beaucoup de mal depuis 2 ans. Ils ont évolué avec le temps, malheureusement. On a eu Hakuna Matata, c'était il y a peut-être 6 mois, je me souviens plus trop, là qui carrément allait jusqu'à pouvoir supprimer les jobs de sauvegarde qui étaient réalisés en local dans les entreprises. Voilà. Donc là, si vous perdez vos sauvegardes, ça peut être préjudiciable. Et enfin, donc voilà, WannaCry, c'était carrément un lien qui s'activait juste sans avoir à cliquer dessus, mais juste en survolant, en passant en fait la souris sur le lien. Voilà, donc là on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 200 000 postes qui ont été atteints de par le monde. Donc c'est vraiment pas négligeable. Du coup, c'est vraiment important aujourd'hui de protéger ces données. Si j'arrive dans votre entreprise demain et je vous enlève le serveur de votre entreprise ou votre poste de travail directement, il se passe quoi ? En général, quand je pose cette question, quand je vais voir des clients ou des prospects, on me dit plus grand-chose. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que sauvegarder ces données devient même une évidence. Je pense aujourd'hui. Je pense que Odette, avec qui on travaille depuis toutes ces années, c'est une des premières choses sur lesquelles elle se renseigne quand elle arrive chez un nouveau client, chez un prospect, et de se dire aujourd'hui, voilà, comment les sauvegardes sont réalisées, est-ce qu'elles sont réalisées ? Parce que souvent, ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché, plus ou moins fiables, plus ou moins professionnelles, plus ou moins sécurisées. Il y a beaucoup de solutions qui existent en local, déjà, donc c'est un premier pas, même si un disque dur externe, on ne va jamais dire non à un premier élan pour aller vers la protection des données, mais en général, ce n'est pas suffisant. S'il vous arrive n'importe quel type de risque, ça peut être un incendie, dans le pire des cas, ça peut être un simple dégât des eaux. Dans combien d'entreprises j'ai vu un serveur qui est dans le local de la femme de ménage, à côté de la serpillière et du seau qui sert à laver le sol. Ce seau, il est renversé, le serveur, il a même le sol. Voilà, imaginez toutes les données de l'entreprise qui peuvent partir comme ça en un claquement de doigts. Derrière, donc, comme on parlait des virus, au niveau des risques logiques, ça peut être aussi tout ce qui est avarie matérielle. Sans parler derrière des risques humains. Alors, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise manipulation, un salarié, un collaborateur qui appuie sur le bouton supprimer par erreur. Qu'est-ce qui se passe si vous ne l'avez pas sauvegardé avant ? Il n'existe plus ce fichier. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que c'est important de sélectionner des solutions de sauvegarde. Et aujourd'hui, pour pallier justement à ces différents types de risques, c'est bien d'avoir des types de solutions en local,
pourquoi pas, mais c'est aussi important de les externaliser. Ça va vous permettre, si demain vous n'avez plus accès à vos locaux, par exemple, de se dire de n'importe où dans le monde, je peux récupérer mes données et je peux continuer mon activité, je peux continuer mon travail. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très important. À côté de ça, on s'est rendu compte, on est vraiment à l'écoute, on essaye du moins d'être à l'écoute des exigences de nos clients, de leurs besoins également. Et de plus en plus, avec les outils connectés aujourd'hui, avec Internet, avec la mobilité, ils ont besoin, vous avez besoin de simplicité. Voilà. Pour vous, il ne faut pas que ce que vous étiez habitué à faire d'une telle manière, que pour le faire aujourd'hui ou demain, vous alliez dans tel outil pour faire ci ou pour cliquer à droite, à gauche, deviner qu'il fallait pas oublier de cliquer en bas sur le côté. Voilà, c'est surtout ça. Donc le but, c'est de se dire, voilà, vous arrivez sur une solution et ça doit être simple pour vous. Donc, c'est aussi de vous fournir les outils qui vont vous permettre de faire cette démarche demain. Vous êtes de plus en plus à cheval aussi sur les sécurités. Et avec toutes les menaces qu'il y a aujourd'hui, on le veut bien le croire. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, c'est vraiment aux prestataires. Donc nous, on fournit vraiment des solutions logicielles en SaaS, donc voilà, Software as a Service. C'est à nous, en fait, de prendre toutes les notions de sécurité pour vous permettre à vous de les utiliser de manière sereine et pérenne. Voilà, tout simplement. Derrière, on est confronté beaucoup au traitement des données personnelles. On va revenir après sur les certifications. Donc, c'est vraiment très important aujourd'hui que les données restent en France, sur le territoire français, au moins européen. Voilà, et qu'elles évitent de transiter en dehors, on va dire, de l'Union européenne. Voilà. Pour tout ce qui est réglementation, si demain vous avez un souci, vous travaillez avec un prestataire qui est une société américaine, par exemple, si vous devez défendre une perte de données ou une utilisation abusive, il vous faudra aller aux États-Unis, trouver un avocat là-bas pour plaider votre cause. Ça peut être préjudiciable et ça peut coûter cher. Et de plus en plus aussi, on se tourne au fait vers des solutions qui vont être vraiment internationalisées. On se rend compte que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui sortent des frontières françaises. Donc on s'adapte aussi et on se développe aussi à l'international, donc ça tombe bien. Et donc de façon à pouvoir permettre à nos clients de travailler avec le monde entier s'ils le souhaitent. Simplement. Donc, on a des solutions, bien sûr, qui s'adaptent derrière. Voilà. Et enfin, vous avez vraiment besoin de disposer d'outils de reporting, au fait, de vous assurer que tout est en ordre, tout est bien maîtrisé, tout est bien géré, tout fonctionne correctement. Donc, on s'attache également de plus en plus à vous fournir ce type d'outils et on se rend compte que vous êtes de plus en plus demandeurs. Donc, on fait en sorte, on était encore en club utilisateur, on a un technicien d'OGI qui était avec nous lundi matin pour des nouvelles de consoles de supervision et donc qui vont permettre aussi à nos partenaires d'aider les clients à garder une visibilité sur leur applicatif. C'est très important pour nous. Alors, en plus de ce besoin de protéger ces données, aujourd'hui, vous avez besoin de les utiliser, voilà, et de les partager, notamment. Vous avez besoin, en fait, de trouver très facilement, très rapidement, très simplement vos fichiers. Peu importe où vous vous trouvez, et sur un peu tout type de support, que ce soit sur vos téléphones portables, sur vos tablettes, sur vos PC portables, sur le PC que vous avez au travail, pourquoi pas sur le serveur de l'entreprise. Donc il faut que vous puissiez le retrouver facilement, simplement. Vous avez besoin également de les envoyer. D'envoyer des fichiers qui peuvent être volumineux. Donc, qui n'a jamais eu ce problème de je veux envoyer un fichier par mail, voilà, la taille limite est dépassée, comment je fais? Voilà. Et tout ça, bien sûr, de manière sécurisée. Il ne faut pas que il y a beaucoup d'outils grand public qui sont utilisés aujourd'hui. Les outils sont très performants, hein, j'ai pas de débat là-dessus. Par contre, est-ce qu'ils répondent aux besoins sécuritaires de l'entreprise? Voilà. Où est-ce qu'ils se trouvent ces fichiers? En général, beaucoup, ce sont des sociétés américaines. Donc, ça veut dire que vos données, vous les avez mis à un moment sur une plateforme et qui dépend d'une entreprise qui a tout pouvoir pour les utiliser comme bon lui semble. Bon, vous n'avez peut-être pas que des données ultra confidentielles. Tout de même, ce sont les autres. Dedans, il peut y avoir aussi les coordonnées de vos clients, de vos prospects dedans. Et donc, sachez qu'elles peuvent être utilisées, ces données-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de territorialité.
mot il était un peu long, et de l'importance de garder ces données dans une zone qui est maîtrisée. Et enfin, vous avez de plus en plus besoin de collaborer, que ce soit avec des gens en interne à votre entreprise ou en externe, avec des fournisseurs, avec des clients, avec des prospects. Et donc, vous avez besoin d'avoir à disposition vos fichiers, vos dossiers, et de pouvoir laisser des accès sans non plus donner accès au réseau de votre entreprise à des tiers personnes externes. Voilà, ça aussi, c'est très important. Donc c'est pour ça que nous on a vraiment fait le pari du cloud computing depuis 17 ans et aujourd'hui au fait on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de demandes, même si allez on va dire 98% des demandes concernent ce qu'on appelle du SaaS, c'est le fait de mutualiser sur un serveur les données de différents clients, tout simplement, ce qu'on appelle du SaaS public quelque part. De plus en plus de sociétés, plus elles montent en taille, on va dire, ont des directives, des volontés de sécuriser et elles sont d'accord pour héberger leurs données chez un tiers, mais par contre, elles veulent maîtriser leur infrastructure quelque part et donc s'assurer qu'ils ont des serveurs propres à elles. Donc ça, ce sont des choses que l'on fait de plus en plus aussi. Donc c'est dans nos data centers, on met en place des serveurs spécifiques pour un client. Voilà, comme ça, il sécurise ses données en les externalisant, mais pour autant, il ne veut pas partager ses données avec les données d'autres entreprises. Voilà. Et derrière, pour certaines solutions, ça reste encore une demande assez anecdotique. On fait ce qu'on appelle du on-premise. Là, c'est-à-dire qu'on est capable carrément de dédier une infrastructure et qu'on va l'héberger chez le client quand même, s'ils ont encore ce besoin parfois pour des applications confidentielles ou très spécifiques, de l'avoir pour pouvoir la maîtriser en local également. Donc de plus en plus, on se tourne vers une sécurité globale et qui n'est pas simplement une sécurité d'un logiciel, savoir est-ce qu'on crypte des données ou pas. Non, il y a toujours cette partie-là, c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de chiffrage. Toute donnée qui sort de l'entreprise, elle ne doit pas pouvoir être interceptée, elle ne doit pas pouvoir être lue. Pour ce faire, en général, on va la crypter, simplement, on va la chiffrer. C'est du chiffrement. Il y a des techniques aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau de l'armée, on est juste en dessous. Voilà, on reste quand même dans un domaine privé. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle un chiffrement par AES 256, qui est une des solutions les plus sécurisées du marché. En plus de nos solutions logicielles, c'est toute l'organisation de l'entreprise qui va se sécuriser par, bien sûr, la mise en place de process, de procédures, l'infrastructure aussi de l'entreprise. On ne peut pas y accéder n'importe quand. Si vous pouvez accéder au bureau et aller prendre tout ce qu'ils trouvent à la R&D, par exemple, ça ne sert plus à grand-chose. Voilà, donc l'organisation est de plus en plus maîtrisée, de plus en plus surveillée également. La partie hébergement, on parle beaucoup de data center. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent comment est mesurée la sécurité d'un data center. On parle de tiers en anglais, TIER. Donc ce sont des niveaux du 1 vers le 4. Le 4 étant encore vraiment très anecdotique, on va dire le Crédit Agricole en France a un data center de tier 4, c'est le niveau le plus sécurisé. Tout ce que vous trouverez en solution SaaS aujourd'hui sur le marché, en général, sont et doivent être hébergés dans des data centers de tier 3. Et donc le tier 3, au fait, ce sont un ensemble de normes qui, par exemple, qui va définir que le data center n'est pas sous un couloir aérien. Si un avion se crash, il ne devrait pas tomber sur le data center et donc risquer d'endommager les données. Un data center de tier 3 fonctionne en doublon. Il doit être éloigné au moins de 50 km du second data center sur lequel tout est répliqué. Voilà. Bien sûr, il y a plusieurs opérateurs. Il y a la fibre, bien sûr, est déployée sur les data centers, mais plusieurs opérateurs. Si par exemple, vous êtes, je parle de data center et chez Orange a un problème, une interruption de service, c'est pas grave. Automatiquement, ça bascule chez SFR, par exemple. Je me souviens même plus des noms des opérateurs. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui font qu'on multiplie les points de sécurité. Ils ont des systèmes, bien sûr, on ne peut pas accéder dans un data center comme dans un moulin. Il y a des systèmes anti-incendie, voilà, donc qui leur sont propres. Et, en général, ils ne sont pas à proximité de routes, à moins de 100 mètres d'une route qui peut transporter des matériaux dangereux, par exemple. Voilà, il y a tout un ensemble de critères qui font qu'on sécurise au maximum l'environnement du data center. Voilà.
après, bien entendu, il y a toute la partie légale qui est de plus en plus importante. Quand vous signez un contrat, aujourd'hui, il y a toute une partie qui s'appelle CGU, CGV, des conditions générales de vente ou d'utilisation. C'est le genre de papier qu'on n'a pas envie de lire. Pourtant, c'est de plus en plus important de les lire. On se rend compte que dedans, il y a écrit tout simplement le fait que, un truc tout bête, vos données, elles vous appartiennent. Sur simple demande, on vous les restitue. Et on met en œuvre les moyens, si vous avez un problème, si vous en avez besoin très rapidement, pour vous les restituer aussi le plus rapidement possible. Voilà, ce sont ce genre de petites choses auxquelles il faut faire très attention aujourd'hui sur les contrats. Et on met vraiment en œuvre beaucoup de choses, carrément. On embauche de plus en plus de juristes pour faire en sorte de respecter aussi toutes ces normes. Et enfin, bien sûr, qui dit solution, dit support. Donc c'est très important aussi pour nous de faire en sorte que les solutions fonctionnent, que si même un utilisateur ne se souvient plus comment on fait pour manipuler ou pour accéder à telle ou telle fonctionnalité, que vous ayez une réponse derrière, que ce soit par le biais de nos partenaires qui maîtrisent nos solutions et qui directement s'adressent derrière à nos services qui connaissent bien d'ailleurs. Voilà. Et enfin, donc c'est vrai que c'est une partie qui est très importante et de plus en plus. Woodrive, en 15 ans, on s'est rendu compte vraiment à quel point on parle de certification. En général, c'est quelque chose qui fait beau sur une présentation. Mais voilà, on met un petit logo, ça fait bien, c'est sympa. Ça ne veut plus dire que voilà, on s'intéresse aussi aux autres, etc. C'est de plus en plus, c'est important, c'est même crucial. On parle de Cloud Confidence qui devient le RGPD, qui est un règlement. Je vous en parlerai juste après. Très important pour Woodrive, c'est cette norme ISO 27001 qui est vraiment un référentiel qui est un... D'accord. Donc voilà, ce sont vraiment un ensemble de normes au fait qui visent à vous assurer, vous clients, utilisateurs, que nous mettons tout en œuvre au fait pour assurer les différents niveaux de sécurité en conformité avec les lois et réglementations françaises. Et donc celui dont vous parlez Odette tout à l'heure, le RGPD, qui est le référentiel global de la protection des données, oblige au fait en effet tout responsable de traitement, donc tout responsable d'entreprise en gros, de faire en sorte que ces données soient protégées. Et nous, prestataires, on doit aussi montrer patte blanche sur tous les moyens que l'on met en œuvre pour s'assurer de la confidentialité et de la protection de toutes ces données, qu'elles ne puissent pas être utilisées par un tiers. Et donc une grande partie repose sur le fait que ce soit hébergé sur l'Union européenne et que ça ne parte pas dans d'autres régions du monde où les lois, au fait, ne sont plus du tout les mêmes. Voilà, je pense que... Voilà. Merci beaucoup Sonia. Le temps avance. On arrive à l'avant-dernière partie. J'ai pris la parole au départ, mais je ne me suis pas tardé sur l'activité de CIBA. Alors, on a parlé tout à l'heure de jungle, de plusieurs acteurs sur le marché. Alors, CIBA, la société que j'ai fondée il y a un peu moins de 2 ans maintenant, est membre d'un cluster numérique. Un cluster numérique, c'est encore un mot barbare. Ça fait partie des choses qu'on découvre tous les jours. C'est tout simplement un groupement d'entreprises et d'institutions, entre autres la communauté de communes de Montereau, dans le sud de Seine-et-Marne, autour de laquelle il y a un certain nombre de TPE, PME, qui proposent des services, et entre autres CIBA, qui aujourd'hui propose en fait, comme on a vu qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché, acteurs cloud, les acteurs, je dirais, traditionnels qui étaient sur le marché depuis des années, comme Odette, qui continuent à bien fonctionner. Par contre, les TPE, PME, contrairement à des grandes entreprises, ont un peu du mal à se retrouver dans ce virage technologique, entre guillemets. C'est la technologie qui nous impose un peu ce virage. Donc, aujourd'hui, il y a un nouvel acteur, nouveau, ce n'est pas tout à fait le cas, mais un acteur qui était plutôt orienté grand compte avant, qui est la direction de système d'information, DSI. Donc dedans,
Dans une DSI, il y a un directeur et puis il y a toute une équipe. Donc, bien évidemment, une TPE-PME ne peut pas s'offrir ce genre de service. Par contre, aujourd'hui, chaque TPE-PME peut bénéficier de toute la technologie qu'offre le cloud. Le cloud et tout ce qui va avec la business intelligence, la big data, tout ça. Mais ça reste toujours un peu flou dans la tête de chacun. On ne peut pas venir voir un chef d'entreprise en disant bah, tiens, je vous mets en place le cloud. Par contre, si vous avez besoin d'un business intelligence, j'ai du monde pour vous. Voilà, il va falloir quand même avoir des interlocuteurs valable, qui est le DSI. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Chaque entreprise TPE-PME, jusque-là, a son responsable informatique, mais plutôt orienté, je dirais, infrastructure. Il s'occupe du serveur, administrer le serveur, ou alors un responsable métier qui s'occupe de l'application, le RP, le CRM. Mais par contre, ils sont dans l'opérationnel et ont moins de temps pour voir la stratégie sur qui la direction générale peut compter. Donc, les DSI, en fait, arrivent aujourd'hui, bien évidemment, à temps partagé, parce qu'on n'a pas une TPE ou une PME n'a pas forcément besoin d'une DSI à temps complet. Donc, nous proposons aujourd'hui une offre de DSI qui accompagne chaque TPE-PME. Son rôle, c'est quoi par rapport à l'existant? Il est là pour... On va dire, pour faire simple, aligner le système d'information. Quand on parle de système d'information, c'est l'ensemble, aussi bien l'existant, bien évidemment, le serveur, les applications, pour qu'il se cale par rapport à la stratégie de l'entreprise. Pour cela, il établit avec la direction générale ce qu'on appelle un schéma directeur qui il se projette en fait dans les 2-3 ans, voire 4 ans, pour avoir une vision un peu plus loin que je dirais, un pilotage à vue. Donc, on fait appel à ces DSI tout simplement pour conseiller, pour accompagner chaque entreprise. Il y a un rôle, il y a un mot, je ne le vois pas, mais on verra derrière. On parle de DSI Cloud Broker. C'est tout simplement, pour faire enfoncer dans le texte, on parle de courtage de services. Parce qu'avec autant d'acteurs, de nouveaux acteurs, parce qu'aujourd'hui, les éditeurs vendent en direct aussi, à travers le SaaS. Les intégrateurs, ils sont dans une phase un peu, comme a dit... Odette tout à l'heure, phase de transition parce que il va falloir suivre le marché. Donc pour cela, nous sommes là pour accompagner les entreprises, pour leur donner une ligne de conduite par rapport à leur stratégie. Alors, en quoi on est différent? Tout simplement du conseil de l'intégrateur. L'intégrateur, il vient avec les solutions. Ils peuvent pas être présents sur tous les thèmes, sur tous les solutions possibles sur le marché qui peuvent correspondre aux solutions dont ont besoin les TPE-PME. Donc, les DSI Cloud Broker est là pour apporter une vision, je dirais, un peu plus objective. C'est-à-dire que nous, non seulement la connaissance du système d'information nous permet d'adapter en fait ce que faisaient les grands comptes avant, on peut le déporter au niveau TPE-PME sans s'encombrer des normes et différents problématiques spécifiques aux grands comptes. Par contre, nous apportons une nouveauté quand on parle de courtage en service, de services et de cloud. Nous sommes en partenariat avec des analystes sur le marché qui
ont une base de données énorme, des milliers de solutions et de prestataires sur le marché qui nous permet de proposer avec aux clients des solutions qui permettent, avant d'aller voir les différents types d'acteurs sur le marché, les intégrateurs, les hébergeurs, les éditeurs, qu'ils aient les idées claires pour savoir où ils vont. Donc c'est là où la valeur ajoutée qu'on apporte aujourd'hui au niveau des TPE, PME. Les études qu'on apporte aux clients, bien évidemment, ce sont des remontées sur le marché, validées, mais aussi on ne se contente pas des solutions, des données marketing que nous donnent les éditeurs. On fonde notre étude sur des enquêtes auprès des utilisateurs. Donc c'est avec ça que nous venons voir nos clients et à la suite desquels on va faire un appel d'offres auprès de chaque acteur pour avoir les bonnes solutions et les bons partenaires au bon moment, là où on a besoin. Alors aujourd'hui, j'ai invité un de nos clients qui est la société Templarios Renov & Co, qui était dans l'informatique, je dirais, traditionnelle. Ils avaient on va dire un gros serveur qui hébergeait l'ensemble de leurs applications métiers. Et pendant l'été, il a fait chaud, ça a chauffé, le serveur, ça a planté. Malheureusement, quand ils ont fait le test de sauvegarde, en fait, ils mettaient la cassette, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans la sauvegarde. Donc, j'invite Monsieur Dostreis pour témoigner un peu la bascule dans une solution cloud rapidement. Merci. Bonjour, je me présente, Monsieur Dostreis. Je suis gérant de la société Templarios et de la société Renov & Co, qui sont deux petites sociétés. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit qu'on n'a pas besoin d'un serveur pour des petites sociétés comme ça. Mais si, pourquoi ? Parce qu'on a 2 secrétaires, 3 personnes dans les bureaux et pour le partage de dossiers, c'est très important. Donc nous, on a fait installer un serveur il y a 7 ans en arrière qui nous a causé beaucoup de problèmes et coûté beaucoup d'argent parce que la maintenance, ça coûte cher. Et suite à ça, on a eu Monsieur Raza qui est venu nous voir et qui nous a proposé ses services, qui nous a proposé plusieurs choses. Sur Sage, par exemple, on sait que maintenant qu'aujourd'hui, on est connecté à Internet directement. C'est-à-dire que même moi, si je pars en vacances ou autre, mais que j'ai besoin d'avoir accès à Sage pour ma comptabilité ou ma gestion commerciale, je peux avoir accès n'importe où pour regarder un devis ou éditer une facture. Ce qui est très, très, très... je gagne beaucoup de temps, je gagne énormément de temps avec ça aujourd'hui. Et donc, c'est super. Et le serveur, aujourd'hui, je l'utilise plus. C'est fini. C'est terminé. Et pareil pour les boîtes mail, comme Odette et Sonia l'ont expliqué. C'est Office 365 qui, elles aussi, sont connectées en réseau. Donc, au final, c'est un gain de temps énorme. Un gain de temps énorme. Qui dit gain de temps, dit gain d'argent aussi. Donc, au final, je m'y retrouve. Donc, voilà. Merci. Merci, Monsieur Dostreis. Le temps avance. Il faut que tout le monde ait le temps de poser des questions. Donc on arrive au moment où chacun peut poser ses questions et on essaie d'apporter une réponse assez rapide, assez claire par rapport à vos interrogations sur le cloud. En espérant qu'on a apporté déjà un peu d'éclairage, mais nous sommes disposés à répondre aux questions. J'ai une question concernant le coût. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donner des critères d'appréciation en tant que coût? Imaginons une PME de 20 personnes, dans un environnement traditionnel, je dirais, d'organisation, d'équipement, de solutions.
Et passons sur le cloud. Hein. Quels sont les critères de coût d'accès, par exemple, par collaborateur à l'année avec l'accès à l'ensemble de l'environnement? Alors, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de dire ça coûte tant s'il y a une entreprise de 20 personnes. Déjà, on fait que le gain déjà, hein, entre le gain, je dirais, de solutions traditionnelles et puis voilà. Alors, on a aujourd'hui des données qui permettent de situer quand même ce que ça peut engendrer comme coût. Alors Henri Michel a hâte de vous répondre. Je sais pas, mais moi je vais pas prendre du tout le cas comme cela, parce que, comme a dit M. Reza, c'est compliqué, et j'ai sorti l'informatique. Imaginons que vous ayez tout d'un coup, je sais pas moi, 300 000 euros qui vous arrivent, voilà, sur votre compte en banque. Vous avez le choix. Est-ce que, ça tombe bien, je voulais déménager. Est-ce que j'achète un appart ou je le loue ? Le projet est différent. Vous avez peut-être, bah oui, moi je veux acheter parce que j'ai jamais eu d'appartement, ou au contraire, je veux pas toucher mon capital. J'avais décidé quand je toucherai plein de fric, je vais faire le tour du monde pendant 1 an. Donc, ça dépend du projet. Je serais très prudent, moi, sur le fait de dire le cloud coûte moins cher. C'est le coût d'utilisation, oui, c'est-à-dire pour avoir le même service. Entre une logique d'investissement et une logique de location. Bah justement, c'est 2 logiques différentes. Voilà. Et donc, ça dépend de votre projet. Vous pouvez estimer que... voilà, encore, je reprends l'exemple d'un achat immobilier ou d'une location. Tout dépend de votre projet. On a dit au début, et moi je l'ai dit aussi, et je crois que j'ai dit beaucoup de bêtises, que ouais, le cloud, c'est beaucoup moins cher. Non. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre projet. C'est pas forcément moins cher. Ça peut être plus cher de louer un appartement que de l'acheter. Ça peut être l'inverse. Ça dépend si vous déménagez en 3 ans ou pas. Donc il y a un tas de critères. Maintenant, donc des critères d'économie directs, j'en vois pas. Mais comme a dit monsieur, sa vie est simplifiée visiblement depuis qu'il est dans le cloud. Et ça a beaucoup de valeur pour un entrepreneur, même si peut-être ça se voit pas directement au final dans le bilan financier. Après, le coût, vous avez cité donc 20 personnes, ça dépend de l'usage qui est fait. Si c'est pour un 4S1, voilà, je veux mettre 20 personnes sur un CRM, ça va vous coûter, ce sont les solutions, entre 20 et 150 euros par mois et par utilisateur. Tout dépend du type de solution que vous choisissez. Ok, ça peut être ça. Voilà, donc c'est extrêmement variable. C'est difficile de donner une fourchette beaucoup plus précise, mais peut-être d'autres. Mes collègues ont peut-être d'autres idées. Alors, avant de donner la parole à Alexandre, j'essaie de répondre un peu plus concrètement, si vous voulez, pour donner un exemple. Les critères de la chambre de commerce, par exemple, parce que ça pourrait être. D'accord. Je prends un exemple, une PME de 20. Je reprends la PME de 20 personnes. Dans la PME de 20 personnes, on va dire, il y a 5 administratifs. Il y a 2 commerciaux, il y a 3 techniciens. Voilà. Donc, tout le monde sur les 20, tout le monde a besoin de messagerie, de solutions bureautiques collaboratives. Alors, Office, par exemple, Office 365, Odette l'a bien dit, Office 365, pour 12,50 € par utilisateur, vous avez la Office classique, que tout le monde connaît, vous avez la messagerie. Avant, les PME, ils avaient leur serveur de messagerie avec l'entretien. Vous avez la messagerie. Vous avez le stockage. Chaque utilisateur a 1 Tera de stockage. Vous avez la conférence en ligne, Skype pour entreprise, qui vous permet de présenter à distance. Et vous avez un certain nombre d'options comme ça pour 12,50 €. Voilà, donc on fait rapidement. Ils ont besoin d'un ERP, un logiciel de gestion intégré en fonction de leurs besoins. Généralement, c'est pas tout le monde qui utilise. Voilà, il va y avoir 2-3 administratifs, plus quelques accès pour les commerciaux. Aujourd'hui, un ERP, ça commence à 150 € par utilisateur. Quand on dit 150 €, en fonction, si demain il y a un utilisateur en moins,
le coût va baisser. S'il y en a en plus, on prend en compte. Par contre, on ne se soucie plus ni de la machine qui héberge, ni voilà, l'ensemble de ce qu'on a dit. Et puis, à la fin, une solution de stockage, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, je pense que le giga de stockage, en dehors de ce qui est donné gratuitement, est de moins d'1 euro ou moins de 50 centimes, je pense, en termes de stockage. Ce qui fait qu'avant, on prenait beaucoup en local des gros disques durs avec les risques. Aujourd'hui, on peut l'externaliser. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit tout externaliser. Et Odette a entièrement raison. Il y a des choses, il y a des applications que les PME souhaitent garder en local. Et tout à l'heure, on a vu, on peut mettre une solution de stockage, ne serait-ce que pour rapatrier les données qu'on pense stratégiques en local, de façon à ce que demain, pour une raison ou une autre, on a envie de partir, qu'on ne soit pas otage, même s'il y a... Moi, j'étais 15 ans dans une société qui faisait... C'est vrai que ça ne s'appelait pas, comme a dit Odette, cloud à l'époque, ça s'appelle de l'ASP, c'est-à-dire l'externalisation. Mais je peux vous témoigner que ce n'est pas évident. Si vous ne le faites pas dès le départ dans le clause de réversibilité, en termes de récupération de données, si vous ne lisez pas entre les lignes, ce n'est pas toujours évident. Même s'il y a un engagement, ce n'est pas toujours évident. Donc ça en fait partie. Je plaide pour ma paroisse. Ça fait partie du rôle du DSI Cloud Broker, d'aller lire ces petites lignes-là pour le client. Donc pour répondre rapidement à votre réponse, à votre question, en fonction des entreprises, en tout cas, ce qu'a dit M. Rosenblum, ce n'est pas forcément... Quand on va dans le cloud, on peut trouver une économie. Mais l'économie, ça se passe comment? C'est tout simplement, je n'utilise pas ma trésorerie pour l'informatique, parce que ce n'est pas mon métier, l'informatique. J'utilise l'informatique comme outil. Donc, l'argent que j'ai, je l'utilise ailleurs, dans mon métier, mais pas dans l'informatique. Je donne... Merci. Un petit exemple. Par exemple, nous, petite société, nous avions un serveur. C'était, je vais vous donner une fourchette d'à peu près 8 000 euros par an pour installer le serveur et la maintenance du serveur pour une année. Donc au final, le serveur était installé. On a eu des soucis, donc la maintenance se sont déplacés et trouvaient toujours un petit problème pour dire que ça relevait pas de la maintenance et qu'il fallait payer encore un supplément pour ça. Donc au final, quand on est passé avec Monsieur Raza, on a fait une économie. Pourquoi? Parce que déjà, on a réduit aussi notre effectif au bureau. Donc, on a eu beaucoup moins d'utilisation au niveau du serveur, donc au niveau du cloud. Et ensuite, au lieu de garder cette économie à côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a utilisé pour perfectionner notre organisation et notre développement sur la société. Donc après, on fait des économies certes, mais pas vraiment, parce qu'on l'utilise à côté quand même. Pour moi, il n'y a pas d'équivoque entre gérer l'ensemble des techniques, des services, hein, vous les avez balayés suffisamment, pouvoir les appréhender. Je dirais pour moi, il n'y a pas d'équivoque en termes de coût pour une TPE, PME. Hein, et vous en avez fait la démonstration. Hein, c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez combien de personnes dans votre société, M. Dostress? Alors aujourd'hui, on est 4 sur une société et 3 sur une autre. Et anciennement... Cette infrastructure et ces nouveaux services reposent sur à peu près 7 personnes. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Et si on devait comparer, sans donner de secret pour votre industriel, si on devait comparer ce qui était à peu près le pourcentage de coût de votre informatique par rapport au chiffre d'affaires avant et après, ça serait quoi environ, à peu près? Environ. Alors, le pourcentage, on serait à peu près sur 4%. Avant, oui. 4% avant. Et aujourd'hui, c'est pareil? Aujourd'hui, non, on est tombé à 2, mais j'ai amélioré Mais voilà, une traduction là. Ça, c'est concret. Voilà, là on est dans le concret. J'ai amélioré mes logiciels. Donc au final, après, bien sûr, à l'écoute directe, oui, de 4 à 2, mais simplement. Pour à peu près moins de 10 personnes. Après, chacun... Bien sûr, tout à fait.
Bonjour, moi j'ai une petite question concrète aussi. Le fait de passer donc de serveurs internes à des serveurs externalisés, est-ce que ça vous a obligé à améliorer vos accès réseau? Si on m'a... Excusez-moi, j'étais un peu... Je dis, est-ce que vous avez dû améliorer vos accès au réseau Internet parce que justement vous consommez beaucoup plus de... Non, pas du tout. J'ai amélioré les PC parce qu'eux étaient trop anciens, ça oui. C'est-à-dire que je suis passé sur des PC qui sont, entre guillemets, on va dire de nouvelle génération, qui sont beaucoup plus rapides et qui répondent plus à mes attentes. Mais non, après au niveau Internet, je suis toujours pareil. Alors, en termes, effectivement, à ce niveau-là, en termes d'accès Internet, il y a un minimum aujourd'hui. Si je peux me permettre, c'est un calcul à faire. À partir du moment où vous voulez externaliser, il faut comptabiliser le nombre de personnes qui sont susceptibles de se connecter en permanence dans la journée des solutions, que ce soit des gestions commerciales, des comptabilités, la messagerie, c'est un calcul à faire. Et à partir de là, on voit si votre bande passante que vous avez au sein de l'entreprise est suffisante. Parce que s'il n'y a pas un calcul qui est fait au préalable et que vous partez dans le tout cloud et que vous n'avez pas vérifié cet élément, vous risquez d'être déçu ou vous risquez d'avoir un goulot d'étranglement parce que vous êtes peut-être en bout de ligne, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'avoir la fibre ou d'avoir une SDSL, et là vous allez être super déçu et ça va être pire que mieux et vous allez avoir des gros soucis. Si en plus vous avez des micro-coupures, je vous explique même pas, hein. Là vous allez revenir à votre ancien serveur et vous allez vouloir refaire marche arrière. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte quand vous voulez partir sur le tout cloud ou une partie du cloud. Vérifiez votre bande passante Internet. Et ce qui est important aussi, c'est de la redonder. Quand vous faites vraiment du tout cloud, il faut redonder votre lien. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'être coupé. Une entreprise qui est coupée de ses applicatifs, elle est coupée de tout. Elle ne peut plus livrer, elle ne peut plus faire de devis, elle ne peut plus facturer et elle ne peut plus envoyer d'emails. Et là, c'est inconcevable pour une entreprise d'être bloquée. S'il y a 10-20 personnes, c'est 10-20 personnes au chômage. Et là, non, ça n'est pas possible. Nous, en tant que revendeurs conseil, c'est la première chose que l'on vérifie, la faisabilité et la bande passante de l'accès Internet. Et on l'améliore si nécessaire. Voilà, il faut faire vraiment très très attention. Quand tu dis redonder, ça veut dire 2 opérateurs. Différents, tout à fait. Merci Philippe pour cette judicieuse question. Évidemment, pas chez le même provider, parce que s'il tombe, il tombe. Hein. C'est bien évident. Merci. Alors, donc pour rajouter, c'est pas rajouter, mais confirmer ce que dit Odette, aujourd'hui, il y a des outils simples que proposent les prestataires. On parle d'agrégation, c'est-à-dire vous pouvez agréger 2, 3, si vous êtes en bout de ligne, vous pouvez agréger 2, 3, 4 liens qui vous permettent d'avoir un peu plus d'aisance si vous en avez besoin. Mais tout ça, on en parle déjà avant de vous engager. On ne vous laisse pas aller comme ça à l'aveugle. Donc, je vous rassure quand même de ce côté-là. On prévoit, c'est un peu notre rôle de conseil de vous accompagner avant de vous lancer sur ce genre de projet. Pourquoi vous dites plusieurs fournisseurs au niveau d'accès Internet? Il y a certains fournisseurs comme Orange proposent 2 solutions pour les accès. Alors, tout simplement, Non, c'est pas les mêmes lignes. Vous avez par exemple une entreprise, une PME, vous avez souvent du SDSL, donc une ligne synchronisée. On propose en plus de la DSL pour. C'est pas les mêmes lignes. Même s'il y en a une qui plante, l'autre prend normalement le. Et effectivement, on peut le faire, bien évidemment. Depuis tout à l'heure, on parle quand même de PME, donc c'est quand même des coûts. Oui. 2 fournisseurs, c'est 2 abonnements supplémentaires, des licences par personne, vous êtes 20 salariés, une licence 200 €, logiciel, c'est énorme. Oui, mais au niveau du coût, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADSL, à certains endroits, est plus rapide qu'une SDSL.
Donc il vaut mieux parfois pour les petites structures prendre 2 ADSL que 2 SDSL. Parce que les débits montants et descendants ne sont pas les mêmes. Ça dépend des besoins que vous avez pour Oui, les données. voilà, tout à fait. Là, c'est un problème logique, c'est pas un problème physique. C'est-à-dire que l'opérateur et ses serveurs qui plantent, passe par un ou par l'autre, ça sera la même chose. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de prendre 2 si tant est que la logique de l'entreprise le nécessite. Parce que je pense que le problème, c'est que si on le rejoint, on vit beaucoup de coûts. Mais s'il n'y a pas, moi, si je peux vivre 8 heures offline, je vais vivre 8 heures offline. Je n'ai pas de problème, ça dépend de mon entreprise. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'être coupées. Oui, mais il y en a qui peuvent. Et il y en a d'autres que oui. Il faut voir le degré évidemment d'urgence. Combien de temps êtes-vous prêt à rester coupé? Alors, Tout à fait. alors on ne va pas trop rentrer dans le débat technique, mais tout à l'heure, on peut encore continuer parce que tout le monde n'est pas forcément expert quand on parle de SDSL, d'opérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage du cloud aussi, c'est de pouvoir, si jamais il y a un problème au niveau de l'entreprise pour une TPE, je dis n'importe quoi, 10, 20 personnes, il y a un problème d'accès parce qu'un tractopelle a arraché le câble, l'avantage du cloud, c'est de pouvoir rentrer chez soi et de se connecter de chez soi ou simplement à partir de son téléphone 4G, avoir une connexion Internet et de pouvoir accéder à son application. Donc ne vous focalisez pas forcément sur l'aspect « tiens, si l'Internet casse dans mon entreprise, je ne peux plus rien ». Si, il y a toujours un moyen de contournement, le temps. On vous conseille déjà de ne pas prendre des accès grand public parce que moi, en tant que particulier, j'ai un accès free. Des fois, il y a 2-3 jours, il n'y a pas d'accès. Heureusement que j'ai des solutions alternatives. Mais le conseil qu'on peut vous donner, prenez des contrats avec je dirais, ce qu'on appelle un GTR, garantie de temps rétablissement, 4 heures. Voilà, ça vous permet de vous rassurer déjà. Voilà. Mais en général, il y a toujours une indemnité. Bon, c'est pas dans la réalité, au bout de 4 heures, il vous dit on arrive. Mais bon, n'empêche que c'est mieux qu'un grand public où vous n'avez rien à dire. Donc c'est juste un conseil, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Et le débat entre ADSL, SDSL, on peut passer la journée, il y a toujours quelque chose à dire, mais l'objectif c'est, on peut contourner chaque problème en fonction des besoins de chaque entreprise. On peut continuer la discussion là, derrière un petit déjeuner pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter. Par contre, si quelqu'un a envie de discuter un peu plus de façon... voilà. Ah, monsieur ? C'était une question en dehors. Monsieur a évoqué la possibilité d'avoir un opérateur qui fournit des voitures à 50 € par mois. C'est un exemple. Non, chez Leclerc, c'est 6 € par jour. C'est tout à fait possible, mais non, mais on n'est pas... C'est anecdotique, on va dire. C'est pas le but de notre rencontre aujourd'hui. Mais ça fait partie des changements de modèle économique quand on parle de ça, effectivement. Vous avez raison de le soulever. Ceci dit, pour avoir fait une carrière autour de l'informatique, j'ai trouvé votre exposé de synthèse aujourd'hui sur le cloud excellent. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, madame, derrière. Bonjour à tous. En fait, moi, j'y connais pas grand-chose dans le cloud. J'accompagne les dirigeants de TPE-PME, donc je suis bien placée pour connaître leurs difficultés. Et je voulais savoir, en fait, si dans un futur, il serait possible d'avoir des locations plutôt que sur une année ou plutôt ponctuelles, comme on pourrait effectivement louer une voiture sur un mois plutôt que le louer sur 12 mois. Voilà, donc est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Sinon, pourquoi?
Alors tout dépend de ce que vous avez. Vous accompagnez les entreprises, c'est ça? Alors tout dépend de leurs besoins. Si par exemple ils veulent accéder à un logiciel de marketing parce qu'ils veulent faire une campagne pendant 3 mois, vous trouverez une location sur 3 mois, il n'y a pas de souci. Parce que vous allez utiliser, ça va être un usage d'un logiciel de façon ponctuelle. Par contre, le chef d'entreprise qui veut facturer, il ne va pas s'engager sur 3 mois. Il va forcément étudier différentes solutions en gestion commerciale et quand il aura trouvé le produit le plus adapté, il prendra un abonnement et il sera obligé de s'engager minimum sur 1 an parce qu'il va commencer à rentrer ses données et ça prend du temps. Et donc quand on commence à rentrer des données, on ne s'engage pas sur 3 mois, c'est pas possible. Vous voyez ? Ça, je peux me renseigner. Parce que comme je suis partenaire EBP, je peux me renseigner. J'en ai pas entendu parler, mais pourquoi pas. Par contre, EBP a commencé à donner la possibilité aux utilisateurs finaux de pouvoir faire leur propre fiche de paye pour des petites structures, pour éliminer quelque part les cabinets comptables et vous donner la main pour que vous puissiez faire vos propres fiches de paye. Donc ça va venir. Donc ça sera l'usage. Ok. Donc, en tout cas, on vous remercie pour d'être venu ce matin. On espère vous avoir apporté quelques éclairages et vous permet de affirmer votre connaissance sur le cloud et son écosystème. Bon, en tout cas, nous sommes à votre disposition si quelques-uns souhaitent en savoir un peu plus.